J'ai interrogé 10 professionnels de santé et je leur ai demandé de me donner leurs meilleures anecdotes ou leurs meilleurs conseils pour votre santé. Cardiologue, médecin, pharmacien, ostéo, kiné, pédiatre, bref, chacun va venir vous donner dans cette vidéo un petit outil, un petit tips, une petite anecdote ou une info à partager pour vous. Et d'ailleurs, je vais commencer et je vais vous parler des muscles, des tendons. Mais est-ce que vous saviez que muscles et tendons, en fait, c'était la même chose? Je vous explique. On a tendance à dissocier, oui, j'ai mal à un muscle, j'ai mal à un tendon. En fait, les deux sont en continuité. Le muscle ne s'insère pas directement sur l'os, ça ne tiendrait pas. Donc, c'est votre muscle qui progressivement se transforme en tendon, qui progressivement, en fait, même se transformerait ou se mettrait au niveau de l'os. Donc, en fait, la vraie différence, c'est que la composition n'est pas la même. Par exemple, lorsqu'on sprint, on a plutôt tendance à se faire des déchirures musculaires. Là où quand on va plutôt faire un effort répété, on va plutôt se faire une tendinopathie et une tendinite au niveau du tendon. Mais globalement, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est progressivement l'un qui se transforme pour venir devenir l'autre. Et c'est d'ailleurs pour ça que le meilleur traitement, que ce soit un problème de muscle ou de tendon, ce sera toujours le renforcement musculaire. Salut, je m'appelle Olivia Ferrand, je suis ostéopathe à Paris et vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo de Touch of Science. On entend souvent dire que les ostéopathes remettent les os en place quand ils font craquer des articulations. Il se trouve que pas du tout, on a plusieurs études qui se sont intéressées à la position des os avant et après la manipulation, il se trouve qu'aucun d'entre eux n'a bougé. En fait, ce bruit qu'on entend, ça correspond à la formation d'une bulle de gaz qui va rapidement se dissoudre et ensuite on pourra refaire craquer l'articulation et réobtenir ce bruit. Croyez-moi, c'est une bonne nouvelle puisque désormais vous n'avez plus à craindre de vous déplacer quoi que ce soit. Salut à tous, je suis Dr Never, je suis chirurgien dentiste et je vous donne des conseils sur les réseaux pour prendre bien soin de vos dents et avoir un super sourire. Une question qu'on me pose très souvent, c'est comment avoir les dents plus blanches. Et je vais vous parler de ça parce qu'il y a un truc qu'il faut qu'on éclaircisse direct. Vous avez vu le jeu de mots, qu'on éclaircisse. Et c'est super important pour cela de faire un petit rappel anatomique de la dent. De quoi est composée la dent? D'une première couche qui est l'émail, qui est translucide. D'une deuxième couche qui est la dentine, et c'est ça qui donne la couleur à la dent, et de la pulpe. Et donc du coup, quand on sait ça, on comprend que ça ne sert à rien de traumatiser l'émail pour rendre les dents plus blanches. Parce que sur l'émail, vous allez au mieux enlever les taches de café, les taches de clope, mais ça ne va pas vous blanchir les dents. C'est bien la dentine, donc la deuxième couche, qu'il faut atteindre. Et donc, il n'y a qu'un éclaircissement professionnel qui pourra marcher dans ce cas-là. Ce que tout le monde fait, c'est-à-dire se brosser les dents à fond pour avoir les dents les plus blanches possibles ou utiliser du charbon, des produits abrasifs, des pierres ponces, des pierres, des graviers, enfin des... J'ai pas encore eu les graviers, mais ça va venir, vous allez voir. Et ben, ça va abîmer votre émail et on va encore plus voir la dentine qui est couleur ivoire, donc il y a du jaune dans ma dentine. Ben, vos dents vont paraître encore plus jaunes, donc vous allez avoir un effet inverse. Salut, je m'appelle Nathanel, je suis hépato-gastro-entérologue et je vais te délivrer un petit scoop. Je ne sais pas si tu savais, mais ton foie est capable de devenir sur du long terme un énorme foie gras qu'on pourrait manger aux fêtes de fin d'année. Et oui, le foie est un organe de stockage, il stocke du sucre sous forme de graisse et cette graisse malheureusement peut devenir agressive sur du long terme au point de développer dans certaines conditions une cirrhose et donc un foie qui ne marche plus du tout. Pour éviter que ton foie devienne gras et cirrhotique, j'ai un petit conseil à te donner. Sache qu'il est préférable pour éviter cela de manger dès le matin des fruits entiers et éviter voire même bannir les jus de fruits. En effet, lorsque tu vas consommer un jus de fruits, le jus est déjà pré-mâché dans la bouteille et complètement liquide, prêt à être absorbé de manière très rapide, flash par ton foie, et donc faire augmenter la concentration de sucre et donc de graisse au sein du foie. Quand tu vas consommer à l'inverse un fruit entier, le temps que tu le mâches, que les fibres se désagrègent dans ton estomac et dans ton intestin, le sucre va être absorbé de manière beaucoup plus lente et continue, et ainsi éviter les à-coups de sucre dans le sang et éviter les à-coups de stockage de sucre dans le foie. J'espère que ce scoop t'a plu, je te laisse avec les autres. Bonjour, je m'appelle Léa, alias Les Conseils Pharmaléa sur Instagram. Je suis docteur en pharmacie spécialisée en micronutrition et sur les réseaux, je donne beaucoup de conseils pour préserver une bonne santé. D'ailleurs, j'en profite. Savais-tu que le paracétamol est un des médicaments les plus consommés dans le monde, que ce soit par automédication ou prescription? Et savais-tu que l'intoxication au paracétamol est la cause la plus fréquente d'hépatite aiguë sévère? C'est d'ailleurs pour ça que dans les boîtes de 1 g, tu n'as seulement que 8 comprimés, car au-delà de 8 g en une prise chez un adulte, cela entraîne une hépatite aiguë. En effet, le paracétamol peut être très dangereux pour le foie lorsqu'il est surdosé. Alors même si ça te paraît anodin, reste très attentif à l'automédication.
Attention aux mésusages et si tu as un doute, demande conseil à ton pharmacien. Bonjour, je suis Paul Mathieu, j'anime la chaîne du doc et je suis cardiologue. C'est la meilleure spécialité puisqu'on soigne l'organe le plus noble, le cœur. Est-ce que tu sais qu'une rupture amoureuse, si tu te fais larguer par ton mec ou ta copine, peut réellement te briser le cœur? La maladie s'appelle le Takotsubo ou encore cardiomyopathie de stress. Takotsubo, c'est un nom japonais qui veut dire peau à pieuvre, puisque c'est la forme que va prendre le cœur quand il va se dilater à l'apex, c'est-à-dire à la pointe dans cette maladie. C'est l'adrénaline qui est sécrétée lors d'un stress intense qui va être directement toxique pour les cellules du cœur. Et dans le pire des cas, la maladie peut être très grave, puisque le cœur peut s'arrêter. Le tableau clinique va ressembler à un infarctus du myocarde, c'est-à-dire une crise cardiaque avec des douleurs derrière la poitrine, et il doit être pris en charge rapidement. Heureusement, le cœur récupère le plus souvent complètement. Mais pour faire revenir l'être aimé, même un cardiologue ne peut rien faire. Alors prends soin de ton couple. Je m'appelle Hugo Desmora, je suis éthiopathe en cabinet et sur les réseaux sociaux, je fais de la vulgarisation pour aider les gens à comprendre comment fonctionne leur corps et à quoi il ressemble sous le nom de éducation physiopatho. Lorsque l'on parle ou lorsque l'on chante, on utilise des structures qui sont situées juste ici dans le larynx, appelées les cordes vocales. Mais il existe d'autres structures qui vont être utilisées par certains chanteurs pour produire ce qu'on appelle des sons gutturaux. Ces sons gutturaux vont être retrouvés dans des musiques, principalement comme le métal, et vont faire intervenir les fausses cordes vocales situées juste au-dessus des vraies cordes vocales. Ces fausses cordes vocales sont appelées plis ventriculaires et permettent de protéger les vraies cordes vocales lors de la déglutition. Mais certains chanteurs vont réussir à contracter ces fausses cordes vocales pour créer ces sons particuliers, rauques, de voix saturée qu'on appelle les sons gutturaux. Salut à tous, moi c'est Pédurge, je suis pédiatre et aujourd'hui je vous explique pourquoi il ne faut jamais relever un enfant en le tirant par le bras lorsqu'il vient de tomber à terre par exemple. Et oui, ne me dites pas que vous avez jamais joué à faire l'avion en tenant votre enfant par les mains ou relever un enfant qui manquait de chuter par le bras. Et bah sachez que chez les enfants, en fait, il y a une fragilité assez importante dans l'articulation du coude. Et une traction par le bras peut provoquer une luxation de la tête radiale. On appelle ça la pronation douloureuse. Alors comment on la reconnaît? Bah tout simplement, souvent l'enfant ne bouge plus du tout son bras. Je vous rassure tout de suite, c'est quelque chose qui n'est pas grave. Bien souvent, si l'histoire est typique, le médecin examinera votre enfant et grâce à une manœuvre de pronation forcée ou de supination et de flexion, alors la tête radiale va se remettre dans le bon axe et votre enfant rebougera comme par magie, comme si de rien n'était. Bref, les tontons, les papas, les mamans, on arrête de faire l'avion et on soulève les enfants sous les bras et pas par les poignets. Salut! Salut, moi c'est Major Mouvement, je suis kiné, thérapeute manuel et enseignant en thérapie manuelle. Et le fun fact le plus incroyable que j'ai eu au cours de ma formation, c'est les muscles accessoires. De la même manière qu'on a tous des visages différents, en fait, l'intérieur de notre corps est différent pour chacun d'entre nous. Certaines personnes ont un muscle que d'autres n'ont pas. Il s'agit du muscle long palmaire. Pour pouvoir savoir si vous l'avez, vous allez rejoindre votre pouce et votre petit doigt et vous allez faire une flexion de poignet. Certains d'entre vous vont avoir une corde qui va apparaître ici. Ce muscle est un muscle possier, c'est-à-dire que c'est un muscle qui tire la peau. Si jamais vous l'avez, c'est un vestige de l'époque où on avait des griffes et justement, il allait tirer la peau pour sortir vos griffes. Moi, je ne l'ai pas. Là, c'est le fléchisseur radial du carpe. Je ne l'ai pas non plus de l'autre côté. Certains d'entre vous vont l'avoir à droite, mais pas à gauche. Tiens, Jess, viens. On a quelqu'un qui l'a. Vas-y, flexion plantaire. Et là, attends, on le voit plus exactement. Là, la petite corde qui est juste là. Donc, dites-moi en commentaire si vous l'avez. Ça, c'est pas les griffes, c'est la langue. Hello tout le monde, je m'appelle Jérémy, je suis infirmier anesthésiste. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une petite particularité pour les fumeurs et l'anesthésie. Alors contrairement aux idées reçues, non, vous ne serez pas refusé au bloc opératoire si vous venez de fumer. Quand vous fumez, juste avant une opération, vous augmentez vos sécrétions, que ce soit la salive ou le mucus, et vous irritez vos bronches et vous les rendez donc plus réactives. Du coup, vous augmentez votre risque de bronchospasme, c'est-à-dire de faire une réaction au moment où on va vous ventiler par exemple. Vous allez également diminuer la diffusion de l'oxygène dans le sang. Il y a aussi y avoir des retentissements au niveau de la chirurgie et notamment de la cicatrisation et du risque infectieux. Donc, dans l'idéal, il faudrait arrêter de fumer plus d'1 mois à l'avance avant une opération. Mais au moins, évitez de fumer dans les 24 dernières heures si possible. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un gros pouce bleu. Dites-moi si vous souhaitez d'ailleurs une partie 2 où j'irai chercher d'autres professionnels qui vous donneront à nouveau d'autres outils ou d'autres astuces pour votre santé. En attendant, je vous partage 2 vidéos. La première ici sur les infiltrations. Est-ce que oui ou non, il faut les faire, mais surtout dans quelle indication. Et juste là, une deuxième vidéo sur les idées reçues qu'il va plutôt falloir éviter pour être en bonne santé. Bon visionnage à tous.